En février 1818, une Française du nom de Désirée Clary est devenue reine de Suède et de Norvège, et tous les monarques suédois qui ont suivi descendent d'elle. Alors, comment la fille d'un marchand de soie de Marseille est-elle devenue reine ici, et pourquoi aurait-elle passé des années à fuir son rôle? Pour découvrir tout cela, revenons au début. Bernardine Eugénie Désirée. Clary est née dans la ville portuaire de Marseille, dans le sud de la France, le 8 novembre 1777. Son père était François Clary, un descendant d'un émigré politique et religieux irlandais qui avait changé son nom de famille de Cléry en Clary pour lui donner une consonance plus française. François était un marchand de soie prospère, Marseille ayant une longue tradition de commerce de produits orientaux comme la soie. Sa mère, Françoise Rossomy, était la seconde épouse de son père et, ensemble, le couple eut 9 enfants, dont elle était la Benjamine. En grandissant, elle se faisait appeler Eugénie ou Désirée plutôt que par son prénom Bernardine. Elle a reçu une éducation convenable dans un couvent pendant ses années d'école primaire. Cependant, le déclenchement de la Révolution française en 1789 a entraîné de vastes attaques contre l'Église et les institutions religieuses à travers la France. Ainsi, le couvent qu'elle fréquentait a été fermé et son éducation a été interrompue au début des années 1790. Par la suite, elle a reçu une éducation à domicile, mais l'enseignement qu'elle y a reçu n'était pas le meilleur. En 1794, le père de Désirée, François, est malheureusement décédé. Peu de temps après, alors que la Révolution prenait un tournant plus radical à Paris, la famille fut soupçonnée, car il fut révélé que François avait des prétentions aristocratiques et avait même tenté d'être anobli les années précédentes. Avec leur position affaiblie et le chef de famille décédé, Désirée et ses frères et sœurs commencèrent à chercher à forger de nouvelles alliances. Ils le firent avec les Bonaparte, une famille d'exilés de l'île de Corse qui avait fui vers la France continentale à l'été 1793 lorsque le mouvement nationaliste corse entra en conflit avec le gouvernement révolutionnaire français. En 1794, la sœur aînée de Désirée, Julie, épousa Joseph Bonaparte. Grâce à cet arrangement, elle deviendrait reine de Naples puis reine d'Espagne dans les années à venir. Désirée entama également une relation à peu près à la même époque avec le frère de Joseph, Napoléon. Il était un officier militaire en pleine ascension, ayant joué un rôle important lors du siège de Toulon l'automne et l'hiver précédent en tant que chef de la division d'artillerie sur place. Finalement, au cours du printemps 1795, Désirée et Napoléon se sont fiancés l'un à l'autre. Il a même écrit une nouvelle romantique concernant leur relation, qu'il a intitulée Clisson et Eugénie. Mais dans les mois qui ont suivi, il a été affecté à Paris pour des raisons militaires tandis que Eugénie vivait dans la ville de Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie. Pendant son séjour à Paris, Napoléon a entamé une relation avec Joséphine de Beauharnais, une Française de 6 ans, son aînée originaire de la colonie française de la Martinique dans les Caraïbes. Épris d'elle, Napoléon a rompu sa relation avec Désirée. Désirée a passé les 2 années suivantes à vivre à Rome avec sa sœur Julie, dont le mari Joseph Bonaparte avait réussi à obtenir un poste de diplomate français auprès du pape. En 1797, elle se rendit à Paris, et c'est là, peu de temps après, qu'elle rencontra Jean-Baptiste Bernard. C'était un général français qui s'était forgé une réputation de commandant militaire, accompli grâce à ses victoires lors des guerres révolutionnaires françaises contre les Autrichiens, aux Pays-Bas et ensuite dans le sud de l'Allemagne entre 1794 et 1796. Ils se sont mariés en août 1798 lors d'une cérémonie laïque. Leur unique enfant, un garçon nommé Oscar, est né un peu plus de 10 mois plus tard. Le mariage de Désirée et Jean-Baptiste s'est avéré être particulier. C'était clairement un mariage de convenance et ils ne s'aimaient certainement pas. Au fil des années, ils passèrent de longues périodes séparées, lui partant en campagne ou elle préférant rester à Paris plutôt que de le rejoindre ailleurs. Il y avait des éléments politiques dans cette union, le mariage scellant une alliance entre les Bernadotte et les Clary. À une époque où Jean-Baptiste était une figure populaire qui aurait pu tenter d'acquérir un pouvoir considérable à Paris, alors que Napoléon était absent lors de sa malheureuse campagne d'Égypte,
Mais finalement, lorsqu'il est revenu en France à la fin de l'automne 1799, Napoléon a presque immédiatement lancé un coup d'État. Et il s'est emparé du pouvoir en tant que premier consul de France cet hiver-là, une fonction qui a été élevée au rang d'empereur des Français en décembre 1804. Les Bernadottes ont prospéré sous le règne napoléonien. Jean-Baptiste était l'un des généraux les plus accomplis de Napoléon et il a été promu maréchal de l'Empire en 1804. Plusieurs de ces maréchaux ont ensuite reçu des titres aristocratiques élevés lorsque Napoléon a créé une nouvelle aristocratie française et européenne à mesure qu'il conquit de plus en plus l'Europe. Jean-Baptiste ne reçut pas de titre aristocratique élevé à cette époque, mais il fut nommé gouverneur des villes hanséatiques, les villes portuaires du nord de l'Allemagne centrées sur Lübeck, Hambourg et Brême. Il passa une grande partie du milieu à la fin des années 1800 ici, tandis que Désirée resta à Paris, où elle était décrite comme jolie, agréable et une danseuse habile, mais assez anonyme. Désirée et son mari auraient pu continuer à occuper une position de haut rang au sein de la nouvelle aristocratie française pendant encore quelques années, avant de disparaître. Comme tous les autres alliés de Napoléon au milieu des années 1810, cela n'aurait pas été le cas sans les événements de 1808 et 1809. À l'été 1807, Napoléon conclut le traité de Tilsit avec le tsar Alexandre de Russie. Grâce à cela, la paix fut conclue entre la France et la Russie, et elles devinrent alliées. L'un des termes de l'accord était que la Russie déclarerait bientôt la guerre à la Suède, l'un des rares ennemis restants de la France. La Russie serait en position d'envahir la Suède par la Finlande, qui à l'époque prémoderne faisait toujours partie du royaume de Suède. Ainsi, au printemps 1808, les Russes envahirent la Finlande, puis les forces d'Alexandre traversèrent encore le golfe de Bothnie, gelé l'hiver suivant, descendirent sur Stockholm et infligèrent une défaite cuisante aux Suédois. La Finlande fut cédée à la Russie à la fin de la guerre de Finlande en 1809. À la suite de cette humiliation nationale, un coup d'État eut lieu en Suède, au cours duquel le roi Gustave Adolphe IV fut déposé et remplacé par son oncle, qui devint alors le roi Charles XIII. Cependant, Charles était un homme d'une soixantaine d'années, souffrant de sénilité et sans enfant. Compte tenu de cela, la noblesse suédoise savait qu'elle devrait bientôt trouver un autre roi. Pendant un temps, ils choisirent un seigneur danois, le prince Christian Auguste, comme héritier potentiel, mais lorsqu'il mourut en 1810, le poste redevint vacant. Napoléon intervint alors et fit pression sur le Riksdag suédois, ou Parlement, pour qu'il choisisse le mari de Désirée, Jean-Baptiste, comme héritier présomptif du roi Charles XIII. Bien que Bernadotte n'ait aucun lien avec la Suède, à l'époque, les États suédois pensaient que Napoléon régnerait sur une grande partie de l'Europe pendant longtemps, et qu'il valait mieux entretenir de bonnes relations avec la France. Quelle meilleure façon de le faire que de faire d'un Français leur roi. Ainsi, au début de l'automne 1810, le mari de Désirée fut fait héritier présomptif. À la mort du vieux roi Charles XIII, Jean-Baptiste deviendrait roi de Suède et Désirée deviendrait reine consort. Il semble cependant que Désirée n'avait aucune idée de ce que devenir reine consort signifiait pour sa vie. Elle pensait qu'il s'agirait simplement d'un endroit dont elle porterait le titre, et elle fut très contrariée lorsqu'on lui annonça qu'elle était censée quitter Paris. Elle ne connaissait rien aux pays étrangers et ne se souciait que de la France. Après beaucoup d'hésitations, Désirée partit pour la Suède à la fin de l'année 1810. Avant de partir, certains domestiques réticents l'ont effrayée en disant que la Suède était un pays proche du pôle Nord et rempli d'ours polaires. En Suède, elle reçut officiellement le nom de Désidéria, bien qu'elle continuât à se faire appeler Désirée ou Eugénie en privé. Malheureusement pour Désidéria, elle arriva pendant l'hiver. Le froid extrême l'a choquée et apparemment elle détestait tellement la neige qu'elle en a pleuré. Malgré cela, une fois sur place, elle a commencé à nouer des relations avec l'aristocratie du pays dont elle deviendrait un jour la reine. Après un an en Suède, elle est retournée en Allemagne, puis en France, prétendant qu'elle avait des problèmes de santé et d'autres affaires à régler. Pendant ce temps, les affaires de Napoléon menaçaient de compromettre son ascension et celle de Jean-Baptiste en tant que dirigeant de la Suède.
À l'été 1812, l'alliance de Napoléon avec la Russie prit fin brutalement lorsqu'il envahit la Russie. Au cours des mois suivants, ses armées avancèrent vers l'est et occupèrent Moscou, mais il n'y eut aucune victoire. Le tsar Alexandre refusa d'entamer des négociations de paix, et finalement l'armée de Napoléon dut se replier de Russie vers la Pologne et la Lituanie, alors que la maladie et la famine décimaient ses troupes. L'année suivante, son empire continental commença à s'effondrer alors qu'une nouvelle alliance européenne composée de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne et de leurs alliés se formait. Napoléon fut contraint d'abdiquer pour la première fois en avril 1814 et même son retour audacieux au pouvoir au printemps 1815 se termina finalement par une défaite à Waterloo, puis par un exil définitif sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud par la suite. Ce qui est remarquable à propos de Désiré et Jean-Baptiste, c'est que seuls parmi les proches alliés de Napoléon ont réussi à conserver leur position. Le frère de Napoléon, Joseph par exemple, qui avait été fait roi d'Espagne en 1808, a passé une grande partie de la fin de sa vie en exil aux États-Unis. Le proche ami de Bonaparte, Joachim Murat, qui avait été fait roi de Naples, a été exécuté par un peloton d'exécution en 1815 après l'effondrement de l'empire de Napoléon. Mais Bernadotte conserva sa position d'héritier présomptif au trône de Suède, et de façon incroyable, lorsque le roi Charles XIII mourut dans les premières semaines de 1818, Bernadotte lui succéda sous le nom de Charles XIV Jean. Avec cela, Désirée devint la reine Désideria de Suède. Cependant, Désideria n'assuma pas sa position de chef de la cour royale en Suède en 1818. Au lieu de cela, elle passa la moitié de la décennie suivante à Paris, trouvant de nombreuses excuses pour ne pas se rendre à Stockholm. Son intérêt à rester en France était principalement dû à une passion pour le duc de Richelieu, un haut aristocrate à la cour du roi Louis XVIII à Paris. Finalement, en 1823, après que son fils Oscar eut visité l'Europe occidentale et centrale à la recherche d'une épouse potentielle, elle retourna en Suède avec lui. Cela devait être une visite rapide, mais il s'est avéré que Désirée resterait en Suède pour le reste de sa vie. Quelques jours après son arrivée, la cour royale et le gouvernement lui furent présentés. À la cour, plusieurs ont proposé de préparer son couronnement, mais cela a été retardé à cause des inquiétudes sur l'organisation de la cérémonie. Car la Suède était une nation protestante luthérienne convaincue, et Désirée refusait de renoncer au catholicisme romain. Il faudra encore 6 ans, jusqu'au 21 août 1829 à Stockholm, pour qu'elle soit enfin couronnée. Fait intéressant, Décidère fut la première reine roturière de Suède depuis Karin Mundsdotter en 1568. Ces années en tant que reine consort furent inhabituelles par leur informalité. Elle ne montrait aucun intérêt à respecter les cérémonies et les règles de la cour royale, et parlait ouvertement aux gens, même lors d'événements officiels. Elle exprimait ce désintérêt dans de nombreuses lettres à sa sœur Julie, avec qui elle resta proche toute sa vie. Dans une lettre, elle déclara ceci : « Comme les cours peuvent être ennuyeuses quand on n'y est pas né. Les dames qui s'occupent de moi ne sont pas très drôles, et je suis obligé de me restreindre physiquement et moralement. Je ne peux jamais m'adapter à l'étiquette stricte qui doit toujours être observée à la cour. Quand on vit entouré d'une cour et qu'on est obligé d'exprimer ses sentiments sous forme de phrases polies exigées à la cour, les difficultés sont telles qu'on préfère s'en abstenir. » Son antipathie envers l'étiquette de la cour agaçait beaucoup de monde, mais elle était appréciée parce qu'elle ne montrait aucun intérêt pour la politique et ne remettait pas en question les décisions de son mari. Au fil des années, son manque d'étiquette fut de plus en plus accepté, bien que la noblesse se moquait en privé de son passé de fille de marchand et de républicaine, ainsi que du fait qu'elle n'ait jamais appris à parler la langue suédoise. Avec le temps, elle se retira de plus en plus des événements de la cour et montra le désir de retourner à Paris, mais Jean-Baptiste le lui interdit. En conséquence, elle continua de vivre à Stockholm même après la mort de son mari au printemps 1844 et l'accession de leur fils, le roi Oscar Ier. Avec la mort de son mari et l'accession de son fils, Décidère devint la reine-mère de Suède. Elle vécut ainsi pendant 16 ans, assez longtemps pour voir son petit-fils devenir le roi Charles XV.
Dans ces dernières années, elle acquit une réputation d'excentricité croissante, gardant des horaires particuliers pour l'époque, restant souvent éveillée la nuit jusqu'à 4 ou 5 heures du matin avant de se retirer et de dormir jusqu'à l'heure du déjeuner le lendemain. Parfois, elle parcourait les rues de Stockholm dans sa calèche tard dans la nuit. À une occasion, en mai 1853, elle se prépara à retourner dans son bien-aimé Paris. Son petit-fils, le prince Oscar, qui devint plus tard roi, devait l'escorter jusqu'à son navire, et tout était prêt. Pourtant, Désirée avait désormais peur de voyager en mer, et ne pouvait pas se résoudre à partir. Elle est finalement décédée le 17 décembre 1860 après une soirée à l'opéra dans la capitale suédoise. Désirée avait alors 83 ans ayant vécu une longue vie selon les standards de l'époque. Tous les rois de Suède depuis lors sont ses descendants et l'actuel monarque, le roi Gustave VI Adolphe, est son arrière-arrière-arrière-petit-fils. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Désirée Clary, reine de Suède. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi. On se retrouve au prochain épisode de Vie oubliée. Merci.